Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Elmar Albiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité ce soir au programme. Deux actualités. D'abord, nous allons revenir sur cette perquisition, notamment au sein de la famille donc de Anouar Malek, ancien officier, écrivain, journaliste qui est exilé maintenant notamment en France, entre autres depuis plusieurs années. On va revenir sur, on l'écoutera dans quelques instants, puisque très tôt ce matin, donc les forces de l'ordre, donc en ce 13 août, en pleine nuit, 5 heures du matin, donc on fait une descente, voilà, dans la maison familiale, donc en Algérie. Donc 3 de ses frères et sœurs ont été arrêtés. Son papa âgé de 90 ans, qui a combattu d'ailleurs pour la révolution, et il l'explique très bien. Il dit, voilà, vous pouvez retrouver d'ailleurs ces informations. On va l'écouter, Anouar Malek, dans un instant, mais vous pouvez retrouver ces informations sur ses réseaux sociaux. Il dit clairement que le dernier raid à domicile a été en 1957 par le colonialiste français, et que le raid avait abouti à l'arrestation de mon grand-père, mon père, mon oncle et mon grand-père, notamment tués en prison sous la torture. On va revenir sur notamment sur cette, je sais pas si on peut appeler ça une perquisition, pas de convocation, pas d'annonce. Il est très tôt. Pourquoi est-ce que les forces de l'ordre ne s'y rendent pas normalement en pleine journée? Pourquoi n'y a-t-il pas de convocation et que les choses ne soient pas faites? Où est la justice dans tout ça? On va en parler avec nos invités, et puis aussi en deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur alors le football algérien que nous aimons tant, les Fennecs, de très grands clubs en Algérie, aux 4 coins du pays. Mais on va revenir notamment sur ce grand joueur qui suscite énormément de polémiques maintenant depuis quelques temps. Donc c'est le grand joueur Belali, qui a bien signé 2 ans au Mouloudia Alger, et qui fait polémique notamment autour de son salaire. Mais il ne s'agit pas de remettre en question le joueur, le club ou encore le football, mais il faut savoir que donc le financement de ce club, le MC Alger, donc c'est la Sonatrach, et ce qui fait polémique aujourd'hui, eh bien c'est que la Sonatrach donc est financée par le club est financé par la Sonatrach, et la Sonatrach est une entreprise publique. Donc quelle gestion du denier public? C'est ça aujourd'hui qui crée énormément de débats, de polémiques. On écoutera tout à l'heure des Algériens et des Algériennes, des militantes qui disent mais voilà la situation au pays. Comment se fait-il qu'une entreprise publique mette autant d'argent dans le salaire d'un joueur? Et encore une fois, bien évidemment, il n'est pas question ici de dire est-ce que ce joueur doit gagner autant d'argent ou pas. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, en Algérie, vu la situation du pays, est-ce qu'une entreprise publique peut donner cet argent à un seul et unique joueur de football? On y revient avec nos invités. Est avec nous pour en parler, pour commencer l'émission, Asdine Toumi, militant politique. Bonsoir, cher Asdine. Bonsoir, cher ami Chaban. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous tes invités. Merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions pour votre fidélité. Bien, ce que je vous propose, c'est que nous allons écouter maintenant justement Anouar Malek. Il est je vous le disais, il est exilé depuis quelques années, notamment en France. On écoute vraiment ce qu'il a annoncé il y a quelques heures en ce début de journée, après avoir appris cette annonce qu'a subie sa famille très tôt. Donc ce matin, il a fait encore nuit, 4h, 5h du matin. اليوم الأحد 13 أوت 2023 على الساعة 5 صباحا داهمت قوة من قوات الدرك الوطني منزل والدي البالغ من العمر 90 عاما ووالدتي التي في 80 من عمرها، وتم تفتيش منزل شقيقي وأخذوا كل الأجهزة في البيت، وتم اعتقال 3 أشقائي، شقيقي الكبير و2 أقل مني، من بينهم واحد اللي كان في الدرك الوطني وتم تسريحه من الدرك الوطني. تم اعتقالهم فجرا، يعني توصل قوة من الدرك الوطني تأتي إلى بيت مجاهد في جيش التحرير الوطني في ظل جمهورية تبون لتغنى بأمجاد الثورة والمجاهدين والثوار، يجوا على الفجر
يعني على 5 صباحا يروعوا شيوخ كبار ويروعوا عجوز وعلى أبنائهم ويعتقلوا الأبناء ويتم نقلهم من مدينة الشريعة إلى تبسة من أجل التحقيق في قضية. شقيق الكبير حسب ما وصلني من معلومات أنه تم إطلاق سراحه بعد التحقيق معه، وأيضا مصادرة الأجهزة، فتشوا له حتى هو بيته، هذا شقيق الكبير فتشوا له هو أيضا بيته بدون أي سبب. يعني حتى شقيق الكبير هذا لا أتواصل معه أصلا. إذا كنت أنا السبب لهذه اللحظة ليس لدي معلومات وما وصلتني أنهم أوقفوا لهم كل شيء، وهذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء المنطقة شاهد ما حدث وبلغني، لأنه لا أستطيع التواصل مع والدي ولا والدتي ولا أشقائي. Voilà, donc la réaction d'Anwar Malek, je vous le disais, hein, donc voilà, il est depuis déjà quelques années donc exilé, hein, notamment en France, entre autres. Voilà, bon, c'est quelqu'un bien évidemment qui voilà, qui apporte son analyse, hein, qui ne plaît pas à tout le monde et qui ne plaît pas énormément au pouvoir algérien. Voilà, il a souvent été critiqué, notamment par le régime, pour ses analyses et ses critiques envers le régime. Il est accusé aussi par des médias algériens de faire de la désinformation contre le régime algérien, par exemple. Mais voilà, on sait très bien, on va en parler avec notre invité, hein, que en Algérie, malheureusement, il est très difficile de s'exprimer, il est très difficile d'apporter sa contradiction, hein. On l'a encore vu dernièrement. Voilà, si on pouvait citer 2 symboles journalistiquement, c'est donc le confrère Hassan El-Qadi et puis peut-être le militant, artiste, poète Brahim Lalami qui a pris 8 ans. Asdin Toumi, militant politique, rebonsoir. Asdin Toumi, on a passé sur El Maralbia, on a consacré un certain nombre d'heures à essayer d'analyser. On vient de vivre une semaine médiatiquement assez conséquente. Il y a cette interview, enfin cet échange enregistré, remonté, diffusé, proposé aux Algériens, aux Algériennes, où on nous parle limite d'un pays normal, la liberté, l'ordre constitutionnel, on dénonce les coups d'État, venez faire de la politique, mobilisez-vous, dit le président algérien, reprenez vraiment le chemin du pavé. Et là, en l'occurrence, encore voilà, ce matin très tôt, on a une équipe de fonctionnaires de police, de BRI, de gendarmes qui se pointent comme ça en pleine nuit chez des personnes âgées en réquisitionnant du matériel informatique. D'abord, ces méthodes, parce que là apparemment il n'y a aucune convocation, il n'y a rien qui a été annoncé. Ça vous surprend ce genre de méthode en Algérie? Vous savez, d'abord... Excusez-moi. D'abord, pour revenir au discours tenu par le discours officiel tenu par les responsables, ça a été toujours comme ça, hein. Le discours a toujours été en décalage avec la réalité. Il ne reflète jamais la réalité du terrain. Ça, c'est la première des choses. En plus, vous savez, depuis le Hirak, depuis à peu près le juin 2019, le pouvoir, dans l'espoir d'arriver à bout du Hirak, a mis en place un plan répressif basé sur toutes sortes de violences, sous toutes ses formes, des intimidations, des arrestations, des poursuites judiciaires et toutes sortes de pressions sur les militants, sur les partis politiques d'opposition, etc. Et quand vous voyez ce même régime emprisonné Borg Arbi Yarhamou, un moudjahid, un membre de l'ALN, et à un âge très avancé, et jeté en prison, avec tout ce qui a accompagné la campagne de dénigrement et de diffamation qui a accompagné son arrestation. Donc ça ne doit pas nous étonner ce genre d'agissement. La question des droits de l'homme en Algérie, elle se pose sérieusement et de plus en plus. Et cette campagne, ce plan de répression, malheureusement, il a un impact très négatif sur les libertés et sur les droits de l'homme en général. Donc, à mon sens, le pouvoir ne s'arrêtera pas de sitôt, parce que
du moment qu'il est convaincu qu'une majorité de la jeunesse algérienne n'est pas convaincue par tout ce plan qu'il a mis en place de propagande pour tromper les gens, pour faire croire aux gens que les choses ont changé vers le positif, etc. Et il sait très bien qu'il ne peut pas arrêter, suspendre ce plan de répression et de violence jusqu'à ce que le peuple algérien soit convaincu, chose qui ne peut pas arriver du moment que ce pouvoir continue avec entêtement de se maintenir avec une gestion catastrophique dans tous les domaines du pays, et à chaque jour on voit les résultats revenir sur le terrain. Donc voilà, donc aujourd'hui tous les moyens sont bons pour faire pression sur d'abord les militants. Bon, ceux qui sont à l'intérieur, c'est clair. Après, ceux qui sont à l'extérieur, notamment ceux qui sont frappés par des mandats d'arrêt internationaux. Je pense que tous les moyens sont bons pour faire pression. C'est la question que j'allais vous poser. C'est qu'aujourd'hui, on a et sur les États. Ouais. C'est ce que j'allais vous demander, excusez-moi de vous interrompre, cher Azdin Toumi, c'est qu'aujourd'hui, on a donc cet ancien officier, Anouar Malek, qui est exilé, il plaît ou il ne plaît pas, aujourd'hui il est à l'étranger. Pourquoi est-ce que ce pouvoir s'en prend directement à sa famille? Aujourd'hui, il n'y a aucun élément, encore une fois, on essaie vraiment d'avoir des informations tout au long de la journée pour savoir quel était le but de cette perquisition, et encore une fois, il n'y a aucune information. D'ailleurs, certains ont comparé aussi un peu à la dernière fouille, la dernière perquisition qui a malheureusement mené le jeune Aïtman Djebari à sa fin de vie, puisqu'il a perdu la vie suite apparemment à cette intervention musclée des forces de l'ordre. C'est un moyen pour le pouvoir de faire peur, d'intimider aussi les personnes qui sont à l'étranger, parce que c'est vrai qu'elles sont nombreuses, qui sont aujourd'hui, qui subissent soit une ISTN, interdiction de sortir de territoire national, soit effectivement sont sous mandat d'arrêt internationaux. C'est une nouvelle technique, ça? Non, elle n'est pas nouvelle, la technique. Elle a été toujours utilisée parce que, vous savez, c'est humain quand il y a d'abord faire impliquer les parents et les membres de famille, c'est un moyen de faire la pression sur les militants, mais à travers ces membres de famille, il y a tout un truc de sentiment qui rentre dans cette chose-là. Donc voilà, et il y a une autre pression aussi sur les pays qui offrent la protection. Il y a beaucoup de pays, notamment la France, auxquels l'Algérie reproche justement le fait qu'elle offre la protection à tous ses militants. Donc ça se rajoute à la tension qui existe entre les relations de ces pays-là, notamment les pays qui offrent l'asile aujourd'hui à beaucoup de militants algériens. Mais malheureusement, le pouvoir n'arrive pas à ouvrir les yeux sur ce qu'il est en train de faire et les résultats qui sont en train de surgir, d'arriver, d'obtenir. Parce que au lieu d'aller vers l'ouverture, et il est en train de faire tout le contraire. Et la fermeture ne va jamais aboutir à de bons résultats. C'est l'exclusion, la violence, la répression ne donnera que de la violence et de l'extrémisme, etc. Donc aujourd'hui, il faut aller vers l'apaisement. C'est une question de survie pour l'Algérie, parce que l'Algérie a besoin de ses enfants, l'Algérie a besoin de son élite, l'Algérie a besoin de ses artistes, elle a besoin de ses sportifs. Il faut arrêter le mensonge, il faut s'asseoir et commencer une nouvelle page, mais sur de réelles bases. Maintenant, voir ces pratiques refaire surface ou que ces pratiques existent encore et que le pouvoir fait appel à ce genre de pratiques qui sont de notre époque. Et puis un point a retenu mon attention quand vous avez dit on défend la démocratie, on est contre les coups d'État. On peut pas, quand on est un pays dictateur, on peut pas défendre la démocratie ailleurs. Il faut d'abord défendre la démocratie chez soi,
il faut instaurer la démocratie chez soi. C'est ça le devoir que l'histoire et le pays et le peuple te demandent. C'est d'instaurer la démocratie. Et quand on voit les agissements, il n'y a pas une grande différence entre toutes ces dictatures, qu'elles soient en Afrique ou au monde arabe ou ailleurs, mais les pratiques se ressemblent. D'ailleurs, tous ces pays-là finissent à un moment ou à un autre de se retrouver dans des petites, je ne sais pas, des petites institutions, dans des petites réunions, dans des petits trucs soi-disant qu'ils se partagent des intérêts, des visions du monde, mais à la base, ce n'est ni l'intérêt économique ni autre, mais c'est chacun il apporte le soutien à l'autre parce que c'est dans tous ces pays-là le point commun, c'est la dictature, c'est les dépassements sur les droits de l'homme, etc. Mais Azim Toumi, si justement on prenait, voilà, si vraiment on écoutait, on sortait un peu de ce que nous savons, ce que nous entendons, ce que nous vivons aussi avec vos expériences, avec nos rencontres, avec nos connaissances aussi de la réalité du terrain. Mais lorsqu'on entend le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, par exemple samedi dernier, ou encore il n'y a pas plus tard que 48 heures, le patron de l'armée, le chef d'état-major Saïd Chengriha, qui parle d'unité nationale, d'une nouvelle Algérie. On a entendu samedi dernier, alors on va pas ressortir vraiment parce qu'on en a longuement parlé, mais quand on entend ces hauts responsables du pays, on a l'impression que pour eux, en tout cas, ils sont dans le déni total, le président a même appelé clairement en disant mais venez faire de la politique, impliquez-vous, mobilisez-vous, le champ politique est ouvert. Il y a une schizophrénie aussi de gouvernance ici, c'est un déni total parce que c'est vrai qu'à vous entendre et puis à voir ce qui se passe sur le terrain, parce que des exemples, on pourrait en citer tous les jours. Il y a encore la militante Mira Mornage qui a fait un live en disant voilà qu'elle a passé hier une journée atroce au commissariat et que le commissaire de police lui a dit mais c'est bien fait parce que c'est ce que je veux quoi. Voilà. Donc on a l'impression qu'il y a vraiment deux mondes différents. Oui, bien sûr. Là, la question que vous posez, qui est relative aux partis politiques, moi, je trouve très déplacé ce qu'a dit le chef de l'État, parce que quand vous fermez d'une manière, avec volonté ferme, le champ politique et le champ médiatique pendant 4 ans, et vous fermez, vous retirez l'agrément des partis politiques, vous fermez des sièges de partis politiques, vous ne donnez pas d'agrément de nouveaux partis politiques, et vous mettez les militants en prison, etc., et vous les empêchez de quitter le territoire avec tout ce qui va avec. Et après 4 ans, vous venez vous déréaliser le champ. Mais le terrain, il est fermé. La rue, elle est fermée. Aujourd'hui, une panoplie de lois qui vous empêchent justement d'exercer vos libertés, d'exercer la politique avec liberté. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas comment il a pu dire cette phrase-là. Il y a plus de choses. Où est-ce qu'on peut exercer la politique aujourd'hui du moment que vous avez tout fermé? Donc après, même sur les réseaux sociaux. C'est 2024. C'est vrai que c'est une question. Pourquoi est-ce qu'il évoque ces choses-là? C'est vrai qu'il y a on a décortiqué pas mal d'éléments, mais bon, il y a eu tellement de sorties qu'on va avancer. On va parler vraiment de la gestion des deniers publics dans un instant avec vous aussi. Mais il prépare 2024. Il essaye de faire en sorte, c'est ce que faisait le chef d'état-major encore il y a 2 jours, en disant tous derrière le président, la nouvelle Algérie, l'unité nationale, le front interne. Il y a d'ailleurs aussi Ben Grina qui est en train de créer un comité de soutien. Ça prépare déjà 2024 pour Abdelmadjid Tebboune, le président actuel. Depuis son arrivée au pouvoir, le président, le chef de l'État n'a jamais cru en les partis politiques. Pour lui, il est le candidat de la société civile et tout a été fait dans ce sens-là, avec la création de toutes ces institutions qui sont relatives à la société civile, le Conseil de la jeunesse, etc. Il y a un travail de terrain qui a été fait
pour recruter des jeunes, des gens dans les quartiers, dans les villes, etc., pour pouvoir s'offrir éventuellement pour lui ou pour quelqu'un d'autre une victoire aux élections de 2024. Donc, après, les partis politiques, elles sont réduits à néant, même les partis qui sont d'une manière classique les relais du pouvoir, notamment le FLN, le RND et autres, ils sont réduits à des petits appareils qui ils les maintiennent, ils sont là, ils sont en vie, mais ils sont dans les bureaux, dans des petites réunions, etc. À un moment donné, s'ils ont besoin, comme ils l'ont fait aux dernières législatives, quand ils n'ont pas trouvé des jeunes crédibles, etc., pour la PN. Donc, ils ont fait recours finalement au FLN pour lui offrir la victoire à l'Assemblée. Donc, peut-être en 2024, si besoin serait, ils vont faire appel à eux. Mais ça reste des appareils qui n'ont pas d'ancrage dans la société. Et le Hirak a apporté la preuve pour celui qui dira le contraire. Le Hirak a apporté la preuve que ces partis-là n'avaient aucun ancrage dans la société. Au contraire, c'est des partis qui ont été rejetés d'une manière massive par la jeunesse algérienne dans sa majorité. Et puis, il y a tous ces petits partis qui sont en train de se mettre en place, de se positionner, mais qui ne représentent qu'eux-mêmes. Ils sont à la recherche des petits intérêts, des petits avantages. Mais les vrais partis de l'opposition et le pouvoir, le régime, il veut les ridiculiser en 2024. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans leur piège. Il n'y a pas de champ politique pour aller exercer la politique aujourd'hui. Le pouvoir, il veut utiliser ce qui reste de ces partis d'opposition authentiques, de ces personnes qui sont intègres, qui sont restées fidèles à leurs principes. Il veut les utiliser comme façade, comme image. Mais en réalité, ce n'est que, vous savez, le pouvoir, il aime être le chef d'orchestre et il aime organiser une sorte de pièce de théâtre et c'est à lui de distribuer les rôles. Il aime donner les rôles. Et dès lors que un parti ou quelqu'un accepte le rôle, il devient un outil de manipulation du pouvoir. Il est déjà manipulé. Donc aujourd'hui, il faut faire attention. Le pouvoir, comme il l'a voulu, il s'est imposé tout seul sur la scène politique. Il s'est imposé comme seule alternative politique. Il n'a pas ouvert le champ politique ni le champ médiatique. Il a réprimé toutes les voix qui se levaient contre lui. Et c'est ça la réalité. Après le discours, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Allez, je profite tout de même de votre présence. 2 petites minutes quand même sur cette question parce que je sais que vous avez aussi peut-être une perception, une analyse aiguisée. On a une revue de l'armée qui est là, elle existe, elle se doit aussi d'exister, qui est la revue El Jish, où effectivement on a une revue de par son patron qui est le chef d'état-major qui encense, qui glorifie, qui met en valeur, qui crée vraiment une liaison, une étroite liaison entre un amour charnel entre le peuple et l'armée. Bon, ça, vous me direz, c'est bien beau, mais à chaque fois, effectivement, c'est sorti dans les médias, mais on ressent apparemment, à écouter le chef d'état-major, que les deux, le politique, Abdelmadjid Tebboune, et l'armée, le chef d'état-major, sont vraiment unis, complices, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même des questions qui se posent, notamment autour peut-être de ces oppositions, de ces 2024 qui arrivent, de ces histoires de clans. Est-ce que ce que nous lisons, c'est vraiment la réalité? En Algérie, aujourd'hui, il y a vraiment un pouvoir militaire et un pouvoir politique qui sont liés réellement, ou est-ce qu'il y a tout de même en coulisses une sorte de guerre des clans, comme on peut l'appeler? Moi, je ne pense pas qu'il y a une discordance ou un quelconque conflit entre l'institution militaire et la présidence. Moi, je pense qu'il y a une cohérence. Ça reste mon avis personnel. Je pense que le souci du régime aujourd'hui n'étant pas les différents clans, parce que toutes les données qui sont sur le terrain, ce qu'on voit chaque jour, on voit un pouvoir qui sait où il va. Moi, je pense qu'il a peur de la rue. Il a encore peur de la rue. C'est ça ce qui est important, parce que depuis 2019,
dans l'esprit du régime, le problème était le Hirak qui posait problème. Donc il y avait une partie du peuple algérien, dans sa majorité, notamment la jeunesse, avec toutes les idéologies, qui s'est levée contre le régime, qui revendiquait un vrai changement du système. Et aujourd'hui, le régime, il est face à cette réalité. Est-ce que, la question qui se pose, est-ce que les changements auxquels le pouvoir vont au peuple aujourd'hui, essayent de faire le marketing de tous ces changements, est-ce que c'est des vrais changements qui ont convaincu les gens qui sont sortis en 2019? Moi, je ne le pense pas. Je pense que les vrais changements n'ont pas été opérés. Il y avait des changements de façade, de personnes, parfois dans les discours, dans certains agissements, mais les réformes de fond, les changements de fond n'ont pas été opérés. Et si le peuple algérien aujourd'hui n'est pas dans la rue, c'est pas parce qu'il a renoncé à ses revendications. Moi, je ne le pense pas. Et je pense que le régime est en train de miser en mettant en place un quotidien compliqué pour le citoyen. Il a instauré un climat de peur, un climat d'inquiétude où les gens cherchent à fuir le pays. Il n'y a pas de visibilité ni sur le plan économique, ni sur le plan social, etc. Donc tout ce climat-là, il avait espéré que le citoyen, au final, renoncerait aux revendications politiques et se contenterait de chercher sa baguette et son sachet de lait et le reste. Donc, moi, je pense que c'est une erreur. Le peuple algérien, la jeunesse algérienne ne croit plus à ces ruses-là, et il ne tombe plus dans ces pièges-là, et il a assez de maturité, il a assez d'expérience, notamment avec le Hirak, pour déjouer le vrai du faux. Merci Azine Toumi, restez avec nous. Voilà un climat de peur, un climat de terreur qu'on entend souvent de la part des militants, militantes, des analystes, des observateurs, des ONG aussi, et ça a été encore prouvé ce matin. Voilà, je rappelle aux téléspectateurs que Anoual Malek sera donc invité tout à l'heure juste derrière dans El Umq aux côtés de mes confrères, donc il pourra s'exprimer clairement sur ce qu'a vécu sa famille. On rappelle que son papa est âgé. Avec vous, Azine Toumi, on va revenir sur la gestion du denier public, de l'argent public, notamment avec cette affaire, ce jeune Youssef Belali qui jouait, qui vient de signer donc 2 ans jusqu'en juin 2025, donc au MC Mouloudia, et la problématique donc du côté d'Alger. Sauf que ça a fait réagir énormément sur les réseaux sociaux, des polémiques, des gens qui ne comprennent pas, et surtout des Algériens et des Algériennes. Ils sont des millions en Algérie à souffrir, à ne pas subvenir à leurs besoins, les climatiseurs, faire face notamment aux incendies. Ça devient de plus en plus compliqué, parce que même si le drame est passé, et on espère que pour cet été il n'y en aura pas d'autres, et bien maintenant il faut récupérer, il faut reconstruire, il faut retrouver essayer de retrouver sa vie de famille. Il faut des moyens, et c'est un peuple malheureusement à différents niveaux qui est livré à lui-même. Donc pourquoi est-ce que cet argent, c'est la Sonatrach, c'est une entreprise publique, pourquoi est-ce que ce joueur, à un moment donné, serait amené à percevoir donc l'équivalent de 2 milliards de centimes pour certains, ce qui est l'équivalent de 100 000 euros, par exemple? On écoute justement ici un Algérien qui est révolté, tout simplement. يا تبون الشعب راهو مغبون، المعيشة راهي غالية والشبيبة راهي ضايعة، وزادوا كملوا علينا الشكامين هادو. يقول لك القسم يمدوا ربي واحمد ربي، والبترول والغاز، وما عشوا رجال، ما خليتوا الرجال تعيش. هادو الطراوات الثانية، هادو قسم مدوا لنا ربي حنا ولاد الشعب باش نعيشوا به. علاه ما عشوا رجال، ما خليتوا الرجال تعيش؟ في 2023 ما زالت الناس تخدم 80,000 و100,000. الناس راهي ضايعة في البلاد، الناس راهي ضايعة. في 2023 مازال حتى اللي ما عندوش كليماتيزر في الدار. ما عشوا رجال، ما خليتوا الرجال تعيش. تحيا الشعب وتحيا ولاد الشعب.
Voilà, donc ce jeune Algérien donc, qui est totalement révolté, hein, qui fait appel au président Abdelmadjid Tebboune, notamment sur la situation. Azdine Toumi, la signature donc, dernièrement de l'international algérien Youssef Blali au MC à Alger, hein, qui crée la polémique. Alors encore une fois, bien évidemment, il n'est pas question de remettre ici est-ce que ce joueur doit gagner tant ou tant, de parler de son niveau technique, mais voilà, on parle tout de même du côté du MC Alger, donc de la Sonatrach, hein, puisque c'est le financeur numéro un, qui est une entreprise publique. On parle de 2 milliards de centimes par mois, parfois un peu moins, mais en tout cas, on parle de gros chiffres. Ça vous choque quand vous entendez ça, vous d'abord en tant que, je sais que vous aimez le football en plus, vous êtes passionné de foot, mais en tant qu'Algérien, dans un pays comme l'Algérie où les besoins de première nécessité n'arrivent pas dans les foyers aujourd'hui, la rentrée scolaire arrive, il va manquer encore des tables, il va manquer des infrastructures. Est-ce que cet argent ne devrait pas aller ailleurs que dans le salaire ou même dans autant d'argent dans un club de foot? Même si le foot est important, bien sûr, hein. Si ce n'était pas une société publique, un organisme public, je ne pense pas que ça aurait fait une polémique. On a vu des joueurs ailleurs dans le monde qui sont payés avec des sommes astronomiques. C'est énorme. Comme il y a pas uniquement les footballeurs, mais au tennis, en Formule 1 et ailleurs. Mais là, il s'agit de l'argent public. Et on a vu ce jeune, ce cri de colère. En fait, il vient d'un sentiment d'exclusion, d'un sentiment d'injustice. C'est parce que c'est l'argent du peuple. Mais vous savez, le pouvoir, après le Hirak, s'est rendu compte de l'impact du sport, notamment du football et des stades en Algérie, sur la jeunesse. Et comme il s'est rendu compte aussi de l'impact de Facebook et des réseaux sociaux sur la jeunesse algérienne. C'est pour ça qu'il a tout fait. Et il a immédiatement mis en place un plan, à mon sens, pour conquérir ces espaces-là. Peut-être il y en a d'autres, mais pour les conquérir. Et le football, on a vu comment il y a le retour il y a cette volonté du pouvoir de reprendre la main sur des clubs. Quand on voit un club de renommée africaine, etc., être au sommet à un moment et être en relégation à l'autre moment, puis sauver, et tout ça, toute cette gestion, et ça a un impact sur le mental des jeunes d'une région ou des supporters d'un club, etc. Donc, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Toute la majorité des slogans au début du Hirak, c'est des slogans qui venaient des stades, notamment dans l'Algérois ou ailleurs. Et donc, on voit, il y a un plan, et il y a des mouvements qui sont en train d'être faits, des mouvements dans la carte du championnat. C'est dans de stades, il y a des clubs dans d'autres régions qui sont en train de faire l'accession, etc. Mais tout ça, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien. Donc, tout ce qui peut, tout ce qui peut devenir un outil de récupération de la jeunesse, voire de la manipulation de la jeunesse, le pouvoir, il s'est sauté dessus. Donc, c'est pour ça qu'on est dans ça. Après, les joueurs... Azdine Toumi, selon vous, on a une pensée pour le club du MC à Alger, et puis tous les clubs effectivement qui font aussi le bonheur, le plaisir, parce que le foot c'est le loisir, c'est aussi peut-être la cheville ouvrière des valeurs de l'union. D'ailleurs, les chants du Hirak sont la Casa del Mouradia est partie aussi des stades. Mais si on prend un peu de hauteur, on sait que la Sonatrach, l'Algérie, donc les hydrocarbures en numéro 1 en termes de recettes, hein, j'apprends rien à personne. Le pouvoir algérien, le régime algérien, on sait quelle emprise il a
notamment sur des grosses sociétés comme la Sonatrach et aujourd'hui même dans le sport. Est-ce que ça cache pas quelque chose, ça? Est-ce qu'on n'aurait pas dû entendre peut-être un ministre dire mais stop, attendez, vous rigolez ou quoi? On va pas donner 2 milliards de centimes à un joueur venant de la Sonatrach. Pourquoi est-ce que derrière le pouvoir public, est-ce que ça fait pas réagir? Est-ce que vous avez une analyse à ce niveau-là? Est-ce que derrière il y a voilà, je sais pas, peut-être que ça peut cacher une autre affaire, peut-être pas parler de corruption ici, mais voilà, toutes les pistes sont ouvertes parce que c'est gros comme une maison dans une Algérie où il manque, vous pouvez nous parler aussi des manques aujourd'hui, la rentrée arrive, voilà, est-ce que vous avez une vision là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on autorise la Sonatrach à donner autant d'argent à un club qui va payer un joueur? Vous savez, sincèrement, c'est pas une somme faramineuse par rapport au budget de Sonatrach. Mais ce que veut la jeunesse, ce que veut le peuple, c'est la transparence dans la gestion de l'argent public, l'argent du peuple. Et toute cette politique qui a été mise en place par le système pour que la jeunesse sente qu'ils bénéficient de leur part dans la rente pétrolière n'a pas ramené de résultats. Donc c'est un échec aussi par rapport à cette politique sociale, notamment dans cette allocation chômage ou d'autres transferts sociaux, etc. Et donc il y a eu un échec de politique. Aujourd'hui, le jeune Algérien, il a besoin de travail. C'est pas avec 15 000 dinars qu'on peut construire un avenir. Moi, je connais des jeunes. Oui, puis il y a peut-être des responsables de la Sonatrach, des hauts responsables qui sont loin de gagner ce salaire-là, alors que pour un haut responsable d'une grosse entreprise comme la Sonatrach, on peut aussi avoir peut-être comprendre qu'il y a des salaires. C'est ça aujourd'hui qui fait polémique. Oui, moi je pense que le problème il est dans la gestion et la transparence de la gestion. Ce pouvoir depuis longtemps et depuis très longtemps et il gère dans une espèce de brouillard et il y a beaucoup de zones d'ombre dans leurs chiffres, même par rapport à la société, à la Sonatrach. Il y a toujours des zones d'ombre, toujours il y a des chiffres contradictoires qui sont donnés à un moment à l'autre. Moi, je me laisse pas emporter sincèrement dans cette polémique parce que ni le joueur ne mérite pas, ce n'est ni la faute du joueur, qui est un joueur excellent, qui a fait de belles choses à l'équipe nationale, qui a fait le bonheur des Algériens à plusieurs occasions. Et des Français ce n'est aussi. pas le club. Et c'est pas aussi la faute du club auquel j'ai beaucoup de respect, ni leurs supporters. Donc il y a un problème dans la gestion dans ce pays. C'est pas uniquement la gestion des clubs de football, mais dans la gestion d'une manière générale, parce qu'on n'est pas dans un pays où il y a la transparence. Nous sommes dans un pays où il y a du brouillard, où il y a des zones d'ombre dans la gestion à tous les niveaux. Et de temps en temps, ça nous ramène à ce genre de je sais pas comment je qualifie ça, mais à ce genre d'événement qui peut devenir effectivement, qui peut devenir une polémique. Mais la jeunesse algérienne aujourd'hui, ce n'est que, c'est pas unique, c'est pas la somme, mais si les jeunes Algériens ont le sentiment où eux ont leur travail, ont un avenir dans le pays, ont une liberté de vivre dans leur pays, peuvent construire leur avenir, ils se sentent chez eux, ils se projettent dans ce pays, ils n'auraient jamais eu ce sentiment mais ce sentiment d'exclusion, ce sentiment d'injustice, il vient d'un échec d'une politique. Et est-ce que vous me comprenez? C'est pas uniquement ça, c'est une goutte qui a fait déborder le vase. Mais il y a un fond qui est le résultat d'un échec de trouver une alternative, de donner une alternative à cette jeunesse qui n'ont que la haraga ou je ne sais pas quel autre moyen, mais le régime n'arrive pas à leur donner une alternative, n'arrive pas à leur offrir une visibilité sur leur avenir, même s'ils sont diplômés. Moi, je connais des jeunes qui sont avec l'allocation du chômage depuis son début, qui est presque la 2e année maintenant.
et il n'y a pas de boulot. Voilà, donc est-ce qu'un universitaire qui touche 15 000 dinars pendant 2 ans, 3 ans, 3 ans dans la vie d'un jeune, c'est beaucoup, ça passe vite. Donc voilà, aujourd'hui, il faut trouver les solutions aux vrais problèmes que vit notre pays. Il y a une crise économique, il y a une crise politique. Si on revient à 2024, moi je pense que le régime, il considère que 2024, c'est une question qui relève du régime lui-même, que les partis politiques, l'opposition, les intellectuels, l'élite, etc., ils sont exclus. Leur apport est suspendu jusqu'à nouvel ordre parce qu'ils jugent que l'urgence a fait que les menaces extérieures ont fait que le Hirak qui est toujours là dans l'esprit des gens, qui menace peut-être de revenir par-ci par-là, a fait que, donc pour toutes ces raisons, il se justifie à lui-même cette mise sur le terrain de ce plan, de se présenter comme alternative. Merci. Après, pour lui, pour le régime, après 2024, on verra. Mais avant, vous fermez vos voix et voilà. Merci infiniment, Azine Toumi, de nous avoir consacré cet entretien. Ce fut un plaisir d'avoir passé cette émission avec vous, militants politiques. Vous êtes en Algérie. Merci vraiment pour votre participation. Parce que, comme je le dis à chaque fois, il n'est pas tout le temps simple de pouvoir s'exprimer, de faire avancer le débat. Et c'est ça aussi la démocratie. Voilà, fallait revenir vraiment sur la gestion du denier public. Parce que, comme vous l'avez bien compris, le but, c'était pas de revenir sur le salaire ou tel joueur, le championnat, le club ou les supporters, pas du tout, mais de savoir un peu comment gérer cet argent. Merci pour cette analyse, Azine Toumi. Dans quelques instants, El Umq, c'est Jamel Taleb normalement, et il reçoit Anwar Malek, justement, sa famille, ses parents ont été donc perquisitionnés, manu militaris ce matin à 5h du matin. Merci l'équipe en régie, merci infiniment. Prenez soin de vous, j'aurai le plaisir de vous retrouver, je l'espère, demain soir à la même heure, 19h. Bonne soirée.